My Soul to Take est un film de 2010 réalisé par le grand Wes Craven. Pour ceux qui ne connaissent pas Wes Craven, on connaît tous des génies qui ont révolutionné et ou créé des mouvements artistiques. Des gens capables à eux seuls de changer les choses. Mozart, Akira Toriyama, Osamu Tezuka, Black Sabbath, Jules Verne, J.R.R. Tolkien, Victor Hugo et plein d'autres. Avec ces gens, il y a eu un avant et un après. Wesley Craven en fait partie, sauf que lui, il a marqué son domaine 2 fois. En effet, avec Freddy les Griffes de la Nuit, Wes Craven a inventé et ou popularisé le slasher fantastique. Et en 1996, il donne un énorme vent frais au slasher et pour longtemps avec Scream. Il lance une nouvelle vague de slasher, une vision plus moderne appelée le slasher 2.0. Craven a réalisé beaucoup de films dans sa carrière, et pas que des slashers, mais son empreinte est très puissante dans ce milieu. Wes Craven a pris une pause sur la réalisation pendant plusieurs années et est revenu avec le film de jour, My Soul to Take. Est-ce que le génie de l'horreur va encore nous épater, ou va-t-il connaître un échec cuisant ? My Soul to Take. Dans la tranquille petite ville de Riverton, un énorme massacre a lieu. Le tueur de Riverton, dangereux psychopathe schizophrène, effectue son dernier massacre. Dans une séquence bordélique et incompréhensible sans lire le résumé quelque part, le tueur finit par périr dans un accident à l'intérieur d'une ambulance, l'amenant à l'hôpital. En effet, pour une fois, les flics ont fait leur travail dans ce genre de film. L'événement rend la ville célèbre. Tout le monde veut voir le lieu où le tueur a éventré une femme enceinte. Oui, le guide du routard américain est vachement plus violent. 16 ans plus tard, une bande de jeunes se réunissent pour une cérémonie. D'après une légende, les multiples personnalités du tueur se sont réincarnées dans 7 bébés nés le jour de la mort du tueur. Et c'est vrai que 7 bébés qui naissent dans la même ville, le même jour où il y a eu un massacre, c'est plutôt pas banal, quoi. Et à partir de cette ultime réunion, un nouveau massacre va débuter. Qui est le tueur? S'est-il réincarné dans l'un de ces jeunes? La légende est-elle réelle? Est-ce qu'on a affaire à un nouveau tueur qui profite des événements d'il y a 16 ans pour justifier ses actes? Qui de l'œuf ou du condor est-il arrivé le premier? Nous avons parlé du réalisateur, maintenant parlons des acteurs. Dans le rôle de Bug, nous avons Asa Butterfly du futur dans le passé, une choucroute dans le rôle d'Alex, presque Marie-Elizabeth Winstead dans le rôle de Feng, Michonne dans le rôle de Jean-Baptiste, et dans le rôle de Brandon, attention, nous avons le fils caché de Charlie McDermott et de Vodka Prod. Oui, ils se ressemblent beaucoup. My Soul to Take est un mauvais film. C'est une œuvre pas méchante, ni médiocre, ni énervante. Mais c'est un peu comme un chat qui va te faire un bisou après s'être léché le trouloulou. C'est pas méchant, mais c'est chiant. Malgré tout, je trouve la prémisse du film excellente. Mais malheureusement, il y a le reste du film. D'ailleurs, parlons du reste. La schizophrénie, l'héritage, l'hérédité, les fausses réalités, la réalité, y croire, etc. Ce sont des thèmes passionnants. Malheureusement, le scénario est alambiqué, brouillon, trop de pistes, des tonnes de problèmes partout. Aucun thème n'est correctement utilisé, ce qui rend le visionnage pénible. Le film essaie de nous dépeindre la vie des adolescents de Riverton, en nous montrant leur lycée, leur petit délire de teenager. En soi, c'est pour pousser l'identification du spectateur, créer de l'empathie pour les futures victimes, pour poser la situation de base et introduire les éléments horrifiques. Mais en application, c'est thermonucléairement chiant. C'est long, trop long, c'est cliché, c'est fatigant. Il se passe rien d'intéressant. Seul le caca d'un condor géant viendra vous réveiller. Hein, ça? Oh, une longue histoire. Je suis Condorman.
Ces éléments horrifiques ne sont ni intéressants ni effrayants. Ils nous poussent vers une ou deux fins possibles qui se confirment très vite pendant le film. Dans ce genre de film, c'est la révélation finale qui nous tient en haleine jusqu'au bout. Mais on en reparlera plus tard. Nos personnages ne sont pas très intéressants, ce qui rend la moitié du film pas très palpitant à suivre. Nous avons Bug, le héros, Feng, la pétasse, Alex, le loser, Pénélope, la chrétienne, Brandon, la brute, Brittany, la mignonne, Jay, le chinois et Jérôme, l'aveugle. Tous ces personnages sont creux, il y a une ou deux révélations qui va rajouter un zeste de profondeur à certains personnages, mais pour la plupart ça sort tellement de nulle part que tu ne peux pas t'empêcher de faire « Hein ? Quoi ?» Y a quelqu'un à qui tu veux dire adieu? Mon enfant à naître. Hein, tu racontes quoi? Le mec il a voulu faire son queutard pendant tout le film et là à la fin « Oh quand même je vais bien m'occuper de mon gosse !» Bah ok, on en parle vite fait au début du film, mais ça sort tellement de nulle part cette phrase. En gros, c'est Mélanie Pratt qui n'a que 15 ans et est la fille du directeur. Quoi, Mélanie est enceinte? Je suis sûr que Wes Craven il s'est dit oh, les gens ils vont avoir de l'empathie et tout, ça va être bien, mais non mec, je m'en fous de ton gars. Ce que les hommes vont te faire en prison n'est rien comparé à ce que les démons vont te faire subir en enfer. Tu brûleras dans les flammes pour l'éternité. Je vais te faire regretter ça, Pénélope. Le gymnogypse Californianus. Anus. Ça mérite un bonus, c'est tout. Arrête avant de dire une stupidité. Oh, rien d'extravagant. Une pipe va faire l'affaire. T'aimerais que je demande à mon chien de te l'arracher et de l'enterrer dans mon jardin? Peut-être qu'il est pas assez grand. Salut, Brittany. Pas dans la rue. Fang, elle n'a pas à se mêler de ma vie privée. Elle le sait? Est-ce que t'aimerais que j'aille lui répéter ça? Tu me fais des menaces. Je t'implore, c'est tout. Ces personnages ne sont pas aidés par les dialogues et les scènes hallucinantes d'absurdité. C'est pas de l'absurdité rigolote ou qui a un message comme dans la plupart des œuvres japonaises comme on a l'habitude. Là, t'es juste lâché devant un film qui perd en substance petit à petit. On en parlera plus tard, en zone spoiler. Ce serait dommage que je vous gâche les quelques petites pépites de ce film. Le scénario passe son temps à essayer de nous perdre alors qu'au final il fait quelque chose de très convenu. Le film pense qu'on se dit « Oh c'est bizarre, mais peut-être que c'est lui le tueur en fin de compte, je suis intrigué. » Alors qu'en fait on se dit juste « Hé, il a dit quoi ce con ?» Je veux dire, vous êtes investi vous pour des personnages aussi clichés? Bon, écoute, Bug. Moi aussi j'ai peur du tueur. Ah oui? Et je dois traverser ce pont 2 fois par jour. Je fais ce que ma grand-mère m'a dit. Crache dans la rivière et il s'attaquera pas à toi. Ça marche? Oui, depuis 16 ans. Si tu craches dans la rivière, ton trajet sera aussi paisible que la rivière le matin. Si tu bois le thé avant le temps de coucher, ta nuit risque d'être écourtée par la rivière du dragon. Si tu entends le cri de la petite fille et que tu risques de croupir dans la prison de Jean de Lotus. Nice shot! Et est-ce que le tueur arrange tout ça? Oui, on regarde tous des sacheurs pour ça, pour les meurtres et les meurtriers. Et il y a beaucoup à dire et c'est pour ça que je vais faire appel à un spécialiste, Iz, l'épouvantable. Welcome to Jurassic Park. Sieg Heil! Mutterfickers! Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans ce bestiaire de l'horreur consacré aujourd'hui au tueur de My Soul to Take. C'est de la merde! Bon, je vais essayer de développer un peu. Après tout, j'ai réussi à faire une vidéo de 27 minutes sur le Bigfoot. J'ai bien trouvé quelque chose à dire. Il a un couteau personnalisé pour pénétrer la chair et éventrer ses victimes. Oh, c'est pour ça qu'on l'appelle l'éventreur. Ah ouais! En effet, il y a une erreur dans la traduction. Comme l'éventreur c'était trop stylé, on lui a trouvé un nom patois en français. Il fallait être sûr que notre antagoniste n'ait aucun charme. Merci beaucoup Iz, notre collègue wallon. Mais que pense Oz, votre frère flamand? Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans ce bestiaire de l'horreur. Aujourd'hui nous allons parler de Freddy. Merci
merci à vous, je vais m'occuper de la suite parce que c'est un peu chaud de faire cette voix. Non mais regardez, l'éventreur il fait tellement pitié que t'as des youtubeurs minables qui veulent passer 24 heures avec lui. Ajoute-toi à tout ça que notre tueur n'est pas très présent, qu'il y a une vraie dégaine de clodo et que chacune de ses mises à mort sont pourries, peu créatives et avec des litres de sang en 3D mal animé. Je me tape des histoires de kékettes et d'ados complètement pourraves pour des meurtres mous. Ah bah merci, c'est... Ah oui, bah merci Monsieur Craven, merci. D'ailleurs, parlons un peu de la mise en scène et de la technique. Le film est étrangement éclairé. Clair, propre, c'est limite christique comme image. Le film est mal rythmé, il est mou, on passe trop de temps sur les choses inintéressantes. Comme dit précédemment, ce qui est important, c'est la révélation finale. Mais qui est ce tueur? Dans les Scream, ce sont devenus des passages cultes, obligatoires. Là, la révélation finale est trop longue. Surtout quand on prend en considération le fait que le tueur est à la maison. Typiquement, cette scène elle passe mieux à l'écrit qu'au cinéma. La gestion du temps n'est pas la même. Le scénario a des absurdités, le montage est mauvais, les acteurs ne sont pas très convaincants, le tueur non plus, ce qui fait que le film est pénible à regarder. Comme par exemple cette scène absurde entre Brandon et Brittany. À partir de maintenant, je vais rentrer dans les spoilers, donc veuillez suivre les indications sur votre écran. J'aime mettre mon pénis dans les... Brandon est la brute du bahut. Tiens, c'est marrant à dire ça, bahut. 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 Brandon est la brute du bahut et il est très insistant envers Brittany, une fille. Il lui sollicite régulièrement des faveurs sexuelles. J'en ai besoin, et j'aimerais ça. Ça va te faire te sentir extraordinaire. Brittany n'est pas très en joie, mais elle accepte. Tu me fais des menaces. Je t'implore, c'est tout. Dans la forêt, alors. Enfin, c'est compliqué de comprendre ce qu'elle veut, vu qu'elle met des sarcasmes partout. Tu détestes la forêt. C'est le printemps. Je me sens romantique. Compte jusqu'à 60. Mais elle part toute seule. Faire marcher. Ce genre de truc, ça se fait pas à deux. Hein. Eh ben, t'es pas le seul. C'est 60 secondes avant qu'elle la rattrape. 5... C'est chelou. Hé, Brittany! Ah, ok, c'était un piège. Espèce de garce! Hein? C'était un piège? C'était un piège? Ah, c'était peut-être une stratégie pour qu'il se casse. Mais c'est con de lui promettre quand même. C'est genre contre-productif. Salut Brittany, tu te rappelles, quand je t'ai demandé une pipe hier? Ah oui lol, je t'ai fait courir comme un connard. Sauf qu'on a cours dans la même classe. Du coup tu ne peux pas fuir éternellement. Je veux ma pipe. Je dois absolument vous parler de Jérôme. Jérôme King est l'aveugle du groupe. C'est l'un des derniers à mourir. Alors qu'on laisse le tueur blessé courir à l'étage, on découvre Jérôme dans le placard de Bug. À l'étage, donc dangereux. Jérôme est-il le tueur? Ah, soupçon. Non, pas du tout, il est mortellement blessé. Non seulement les meurtres sont nuls, mais en plus on trouve le moyen d'en rater. Et là, un dialogue intense. Alex m'a appelé. Il a dit que nous trois, il fallait qu'on reste ensemble. Pour nous protéger les uns les autres. Je venais d'arriver à la fenêtre quand le tueur m'a poignardé. Comment il est monté? Sans doute par le câble, comme moi. J'ai perdu connaissance sur le toit et quand je... Vous voulez nous faire croire que l'aveugle a réussi à monter sur le toit par un arbre? Alors, j'imagine que c'est possible, hein, surtout sur TikTok. Cet aveugle monte sur un arbre, vous allez pleurer, abonne-toi. Enfin bref, c'est un film à la Scream, blablabla pendant 800 ans. Je vous rappelle que le tueur est à l'étage. L'éventreur était en réalité depuis tout ce temps le meilleur ami du héros, Alex. Jamais le mal n'oublie les traits de Blenkov. Toi et l'autre cinglé de Dr. Blake m'avez tué puis vous êtes enfuis. Je me suis caché dans les premiers bébés qui étaient là. Le plan d'Alex est de faire passer Jérôme l'aveugle pour le tueur. Bravo, ce plan n'éveillera aucun soupçon. Et Bud tue le tueur et fin. Finalement, le film reste sur un délire plutôt surnaturel et mystique. Le film a des qualités, mais à mes yeux et aux yeux du public, ça n'a pas été suffisant. En effet, le film a eu diverses projections tests et le public a toujours été mitigé. Il y a eu énormément de modifications et les plus grosses ont été apportées à la fin. Les fins originales finissent sur une note plus sombre. Alors, ça ne change pas trop la globalité du récit, c'est pas foufou, mais il faut avouer que ça a quand même un certain charme. Ça reste pas sur quelque chose d'extrêmement convenu.
Pendant ce film, je me tire les ventouses parce que je ne comprends pas la plupart des décisions scénaristiques. Un slasher avec des meurtres nuls, c'est comme une comédie romantique sans romance, des sous-textes qui ne vont nulle part, Jérôme est un aveugle et ça n'est jamais utilisé à aucun moment que ça soit dans le scénario ou dans la mise en scène, Bug est un petit ange, ah bon, Brandon attend un bébé, ça ne menait à rien. J'en ai pas parlé pour le moment, mais Bug a une capacité spéciale. Il est capable d'avoir énormément d'empathie pour les autres enfants de Riverton, et il est même capable de les imiter. Bon, j'aime bien l'idée, mais là, c'est vraiment pas très flippant. T'es pas moi, ok? Ça suffit. Bug? Donc, comme vous le voyez, Tintin suit tous mes mouvements. Par exemple, il peut faire Pulp Fiction, la danse des canards. Arrête ça. Bonjour, Castafiore. Vous arrivez pile pour le thé. Mais du coup, si tous les personnages sont liés, pourquoi les autres ne sont pas capables de faire ça, par exemple? C'est quelque chose qui aurait pu être justifié. Bon, s'ils partagent tous la même âme, comment expliquer qu'ils essayent tous de se pécho? Comment expliquer tout ce bordel? J'ai vraiment la sensation d'être devant un film amateur, avec beaucoup d'idées, des trucs très intéressants, mais qui ne vont vraiment nulle part. Comment expliquer que ce scénario ressemble à la dissertation d'un enfant de 16 ans? Le film est rempli de symboliques et de répliques récurrentes. Par exemple, on entend plusieurs fois le fait que Bug est un petit ange. Ce qui donne en réalité des plans plutôt jolis avec les blessures sur le dos de Bug qui font des sortes d'ailes arrachées, c'est un peu stylé. On a aussi tout ce qui entoure les miroirs qui donnent là aussi des plans plutôt jolis. On a le nom de la sœur de Bug qui s'appelle Feng. Je vois pas pourquoi. Nous avons la phrase « Craignez le tueur » répétée plusieurs fois dans le film. Ce qui est étonnamment logique dans un film d'horreur d'avoir peur du tueur. On a aussi une autre phrase qui est répétée souvent dans le film, c'est « La révolution est en marche ». Et là, je pense qu'on touche du doigt le vrai problème. Ça n'a aucun rapport avec ce que raconte le film. De quelle révolution on parle? Il est temps pour moi de vous faire part de ma petite théorie. Il n'y a pas de making-of dans le DVD que j'ai. Enfin si, il y en a un, mais c'est une énorme blague, quoi. C'est juste un diaporama des photos du tournage. Alors je n'ai rien trouvé de croustillant sur internet parce que tout le monde s'en fout. Je suis obligé de fabuler. Ce que je vais dire n'est pas la vérité, mais une supposition. Je vous ai déjà parlé de Wes Craven, ce génie de l'horreur et réalisateur de ce film. Il est d'autorité publique que Craven est relativement imbu de lui-même. Par exemple, dans le film Freddy sort de la nuit, le 7e film de la saga de Nightmare on Elm Street, et second épisode réalisé par Wes lui-même. Ce dernier, je le rappelle, ayant réalisé le premier film ayant créé le personnage de Freddy Krueger, Wes Craven fait dire ceci à un personnage. Vous êtes super génial dans ce rôle. Mais le premier, c'était le meilleur. J'ai cru que j'allais chier dans mon froc. Mais ils auraient jamais dû tuer Freddy. Très sympa Wesley, vraiment une personne adorable. Je pense comprendre le problème de My Soul to Take. Ça faisait plusieurs années que Wes Craven n'avait pas réalisé de film. J'ai bien peur que notre réalisateur s'est motivé et qu'il ait pris conscience de son talent. My Soul to Take ressemble de loin à une fusion entre le réalisme de Scream et le surnaturel de Nightmare on Elm Street. Les années 80-90 ont eu Freddy, les années 90-2000 ont eu Ghostface, et si les années 2010 avaient The Reaper. Lancer une nouvelle vague pour les années 2010. Oh, le coup de vieux! Mais bon, le bougre a l'air de s'être un peu surestimé sur ce coup-là, et le film est raté. Bon, après, il peut y avoir d'autres explications. C'est vrai que Craven s'est fait avoir plusieurs fois par des producteurs. Donc peut-être que les producteurs ont eu, sur cette fois-ci, encore une fois, la main mise sur le projet, qu'il n'y a pas pu dire grand-chose, parce qu'il revient de plusieurs années sans réalisation, et surtout, ces dernières réalisations étaient pas ouf. En termes de box-office, bien sûr. Là, c'est un bon ratage total. Le scénario, la mise en scène sont confuses. Difficile d'être impliqué émotionnellement dans une intrigue qui fait tout pour te perdre et qui ne te donne rien pour t'accrocher. C'est mauvais et merci. Merci beaucoup à l'abonné qui m'a conseillé ce film. Merci beaucoup d'avoir fait baisser légèrement mon estime pour ce réalisateur que j'aime beaucoup. Je plaisante. Mais quand même, j'ai un peu de sympathie pour ce film parce que quand même, je suis resté dessus pendant des mois et des mois. J'étais en train de réfléchir, de me torturer la cervelle. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais comprendre.
Et c'est vrai que petit à petit, j'ai commencé à me réattacher un petit peu au personnage et surtout à Wes Craven. Et je trouve qu'il y a beaucoup de liens à faire entre ce film et la série Scream que j'ai rattrapée cet été. Riverton, Lakewood, les 6 de Lakewood, les 7 de Riverton, une ville qui devient célèbre à cause de plusieurs massacres, un passé tortueux envers plusieurs personnages, des passages longs et chiants pour te parler de la vie pas très intéressante de ces teenagers, des meurtres pas ouf. Mais Scream, la série, elle, a eu le temps quand même de développer un petit peu ces personnages pour que j'en ai quelque chose à faire de ce qu'ils font. Et cette série, surtout, a un avantage que n'a pas My Soul to Take, c'est qu'elle a une saison 2 incroyable. J'ai beaucoup aimé la saison 2, pour une raison toute simple, c'est qu'on s'intéresse à l'après. C'est-à-dire que nos personnages de la saison 1 ont vécu le massacre de la saison 1, et maintenant on s'intéresse à l'après, comment ils font pour faire leur deuil. Accrochez-vous à la saison 1 parce que la saison 2 vaut vraiment le coup. J'ai l'impression que My Soul to Take était vraiment un prototype pour Scream la série. Et c'est pour ça que j'ai une certaine sympathie pour cette série, parce que j'ai l'impression qu'ils ont vraiment fait attention au style de Wes Craven. Il y a beaucoup de références au cinéma d'horreur, au cinéma de Craven, et on sent qu'ils ont vraiment étudié le truc, c'est vraiment cool. Enfin bref, pour terminer avec My Soul to Take, je suis vraiment déçu, j'espère que ça ne va pas gâcher votre Halloween. Et surtout, n'oubliez pas... Cognez le tueur. Coming